Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de ce journal. Du magnésium plein la bouche. Ce week-end, nous célébrerons les fêtes de Pâques, un événement où le chocolat est roi et qui représente un moment crucial pour les chocolatiers. Nous rencontrerons grâce à TL7 un artisan chocolatier durant sa préparation. Dans cette édition également, nous parlerons d'immobilier. Certaines communes tirent la sonnette d'alarme et dénoncent une crise du logement. Les explications sur cette situation tendue avec TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Fini les attentes interminables au péage. Vous pourriez devenir des automobilistes beaucoup moins stressés grâce au péage sans barrière. 8 Mont-Blanc nous explique le fonctionnement de cette innovation. Et Moselle TV s'est également rendu sur le premier tronçon mis en service il y a 6 ans déjà. Pour préserver la planète, nous sommes de plus en plus à recycler tous nos papiers, mais que deviennent-ils après les avoir déposés dans des bacs? C'est la question que s'est posée TVR à Rennes, qui s'est rendu dans un centre de tri. Vous verrez ce reportage en fin de journal. Gare aux crises de foi, ce week-end nous célébrerons les fêtes de Pâques. Alors comme chaque année, cette période représente un moment crucial pour les chocolatiers bien sûr. À cette occasion, TL7 nous propose une immersion chez un artisan de la Loire qui torréfie lui-même ses fèves de cacao. Une production très gustative, vous allez le voir avec ce reportage. Là, je suis en train de faire un moulage. Du coup, c'est le moulage de nos petites cloches qui sont fourrées avec de la pâte à tartiner classique choco-noisette. À l'approche de Pâques, les préparatifs battent leur plein dans cette chocolaterie au savoir-faire rare en France. Ici, le chocolat arrive en fèves et est torréfié sur place pour réaliser des gourmandises uniques. Pourquoi faire la torréfaction? C'est que tout simplement, on va vraiment apporter notre signature sur la partie de notre chocolat, le goût qu'on veut avoir à la fin. Donc sur toute la partie en amont, en fait, qui se passe le séchage, la récolte et tout ceci, nous on ne peut pas intervenir. Et là, par contre, c'est vraiment sur la méthode de torréfaction qui va nous permettre d'avoir une signature, la signature du torréfacteur et le goût qu'on veut apporter à notre chocolat. Si la chocolaterie propose les grands classiques, elle met également en avant son savoir-faire sur la pâte à tartiner avec des créations fourrées. Pâques, aujourd'hui, ça fait partie des éléments un peu clés avec la période de Noël sur la partie chocolaterie où ça doit représenter pas la moitié, mais un gros tiers de notre activité de chocolaterie. On a diversifié un petit peu. Nous, notre mascotte, c'est un écureuil. Donc, plutôt que le lapin, on aura l'écureuil de Pâques. On a des petites cloches également, donc chocolat blanc, lait noir, ou qui sont fourrés aussi. Et des petits œufs fourrés comme ceci. Fourré à la pâte à tartiner. Donc là, à l'intérieur, on met une pâte à tartiner qui croustille. L'objectif, offrir à chaque gourmand ligérien une touche d'exception à l'occasion de Pâques 2025, le week-end du 20 avril. Qui n'a pas été victime ces dernières années des cyberarnaques, ce fléau qui touche aussi bien les particuliers que les professionnels, par SMS ou par mail, un colis en attente ou une facture à payer. Tout est prétexte pour vous piéger. Puissance Télévision vous explique comment vous en sortir. Regardez. La livraison de votre colis est interrompue. Nous vous informons que vous avez un remboursement en attente dans votre espace personnel. Vous avez déjà tous reçu ce genre de SMS ou de mail. Avec de l'expérience ou grâce à de précieux conseils, certains comprennent rapidement qu'il s'agit d'une arnaque. D'autres tombent dans le piège. En 2023, près de 268 800 procédures ont été engagées à la suite de cyberattaques. En 2022, ce chiffre était de 112 000. Au niveau des mots de passe, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser le nom de ma petite fille. Mon erreur, c'est de couper mon ordinateur, par exemple, de ne pas débrancher le câble de la box. Ces attaques ne touchent pas uniquement les groupes hospitaliers ou les opérateurs de téléphonie mobile. La gendarmerie marnaise alerte les particuliers et les entreprises, même les plus petites, sur le sort réservé aux victimes. Les principales arnaques, c'est celles que j'ai citées. C'est tout ce qui va être les plateformes de faux investissements bancaires, les faux vides, donc les faux ordres de virement, donc l'arnaque au président. Surtout et vraiment surtout le faux conseiller bancaire. Et rançongiciel et aussi recrudescence énorme des usurpations de RIB. Les discours sont bien rodés et les malfaiteurs ciblent tous les habitants, les seniors, les entreprises ou encore les grands groupes. Même les plus petites sociétés ou encore les particuliers sont concernés. Et ces agissements rapportent gros. Selon une étude menée par Statista,
Les cyberattaques vont coûter jusqu'à 122 milliards d'euros à la France en 2024. Alors la gendarmerie a donné quelques conseils. 94% des attaques proviennent d'un mail. Donc la réception de mail, il faut vraiment être vigilant à la réception de mail. Être attentif à ce qu'on reçoit, se poser les bonnes questions. Est-ce que je reçois ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on me demande quelque chose dans l'urgence? Si on demande quelque chose dans l'urgence, toujours se méfier. Ne pas cliquer sur les liens, vérifier l'adresse mail de l'expéditeur, ne pas télécharger les pièces jointes. Cette conférence a permis de sensibiliser certains Vitrias. Ils étaient près d'une centaine dans la salle du manège. Pour lutter contre ces cyberattaques, des sites existent pour dénoncer des SMS ou des mails frauduleux. Parmi les plus connus, Pharos ou encore Signal Spam. Feu rouge grillé, utilisation du téléphone, circulation sur les trottoirs. En France, les cyclistes sont nombreux à enchaîner les infractions au code de la route. Alors plusieurs villes ont décidé de durcir le ton en augmentant les contrôles de police afin de verbaliser ces comportements. Mais au-delà des contraventions, ces actions ont pour but de sensibiliser. Écoutons deux élus de la ville de Toulouse qui nous expliquent le but de ces contrôles de police au micro de la Dépêche du Midi. Écoutez. On n'attend pas là, de ces opérations, de faire du chiffre. On ne demande pas de verbaliser un maximum d'infractions. On demande de constater les choses, de les verbaliser et au cours de la verbalisation, de prendre le temps d'expliquer. Un partage de la route qui n'est pas toujours très équitable, avec des risques d'accidents qui sont aussi en forte augmentation. Donc du coup, le code de la rue permet justement de verbaliser toutes ces infractions afin que chacun puisse retrouver dans l'espace public son espace tout en respectant l'autre. Pénurie de logements, explosion des locations saisonnières, enjeux écologiques. La crise du logement frappe de plein fouet de nombreuses communes en France. À Arès, sur le bassin d'Arcachon, la tension monte face à une situation qui met en péril la vie locale et la commune tire la sonnette d'alarme. Reportage signé Emma Sicli pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Donc là, c'est des maisons qui sont typiques du bassin. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on s'aperçoit que c'est des maisons qui pourraient être vendues à des gens qui souhaiteraient vivre à l'année. Emma travaille avec son père dans une agence immobilière à Arès. Il constate, comme sur beaucoup de communes du bassin d'Arcachon, l'expansion des locations saisonnières, via les plateformes Airbnb par exemple, qui raréfient l'offre de logement pour les résidents permanents. Autre problématique, des prix d'achat très élevés, en partie à cause de la forte demande, alimentée par l'attrait touristique de la région. On a une tension qui est présente depuis 2016 sur le secteur du bassin d'Arcachon. On l'a ressenti depuis 2016 très sérieusement, avec la LGV qui est arrivée, avec l'expansion du bassin. La moyenne de prix, on va dire qu'on est entre 450 et 650 000 euros pour trouver une maison. C'est pas négligeable. Un marché bloqué qui provoque de lourdes conséquences. Fermeture de classes, jeunesse déserte, employeurs en manque de salariés. Xavier Danet, le maire de la commune de 6 000 habitants, exprime son inquiétude. Notre situation est préoccupante. On est une petite commune, 6 400 habitants, et aujourd'hui, on n'arrive pas à loger notre population. La solution paraît être la construction de nouveaux logements, mais la loi SRU qui impose 25% de logements sociaux arrive bientôt sur les communes du Nord-Bassin. Arès n'en compte que 3,5%, et face à la ZAN, la ville se retrouve dans une impasse. Je lance un cri d'alarme avec cette schizophrénie, cette bipolarité de l'État qui nous dit surtout construisez des logements sociaux parce qu'on en a besoin. Mais il faut qu'on nous aide, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous dire construisez des logements, mais par contre ne construisez pas du tout parce que la zéro artificialisation nette arrive demain, 2050 c'est demain. Une situation critique qui touche l'ensemble du bassin d'Arcachon. En 5 ans, les prix de l'immobilier ont augmenté de 45%. Lors de vos déplacements en voiture, avez-vous déjà utilisé un péage sans barrière ? Une innovation très peu répandue sur le territoire pour l'instant, mais que le réseau savoyard d'autoroutes va adopter dans les années à venir. Découvrez le fonctionnement de ce nouveau péage avec 8 Mont-Blanc. Regardez. 58 km d'autoroutes payantes, mais sans barrière de péage. C'est le grand projet annoncé par Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc, prévu au printemps 2027 entre Passy et Étrembières. Les tarifs devraient rester les mêmes et le péage sera donc payé après le trajet. Pour ce qui concerne les abonnés qui sont munis d'un badge ATMB ou un badge d'une autre société d'autoroute, ça ne va rien changer du tout.
Par contre, pour les autres usagers, là, ça sera un peu différent. Ils auront 72 heures pour régler leur péage. Objectif de cette nouvelle technologie, fluidifier le trafic tout en répondant aux défis environnementaux. La compagnie d'autoroute estime que près d'1 million de litres de carburant seraient ainsi économisés chaque année. Les péages existants seront donc retirés et les abords de l'autoroute revégétalisés. À Toisinges, on travaille déjà sur la pose du premier portique prévu pour septembre prochain. Le portique en lui-même, son fonctionnement, c'est qu'il sera équipé d'un certain nombre d'équipements, 64 au total, qui permettront à la fois de lire les badges pour ceux qui ont des abonnements à télépéage, mais à la fois de lire votre plaque d'immatriculation et votre type de véhicule. Vous venez de le voir, les péages sans barrière sont très peu répandus en France. Le premier à voir le jour se situe donc en Moselle, sur l'échangeur de Boulay de l'autoroute A4. Est-ce un fonctionnement qui plaît aux usagers depuis sa mise en service il y a déjà 6 ans? Réponse avec Moselle TV, regardez. Ça ne me dérange pas, bien au contraire, c'est beaucoup plus rapide. Si on a le télépéage, ça c'est pratique à fond, ça y a pas de problème, c'est nickel. Il y a un côté pratique parce qu'au moins on perd pas trop le temps de s'arrêter pour payer, mais c'est un peu contraignant parce que si on pense pas à payer justement sur internet, on a une amende et ça revient cher quoi. Je trouve qu'il est contraignant ce péage parce que si on a un peu tête en l'air, on fait pas attention, on sait pas que c'est un péage là. C'est un fléau, la pollution en mer a considérablement augmenté ces dernières années. Outre les déchets plastiques, les hydrocarbures sont la principale source de pollution. Pour cette raison, pompiers et membres d'associations se sont mobilisés à Fort-de-France pour récupérer ces polluants. Vous allez le voir, une belle initiative à laquelle a assisté via ATV sur place en Martinique. Mise en place de l'écrémeuse dans la baie des Flamands à Fort-de-France. Un dispositif essentiel afin de récupérer une quantité importante d'hydrocarbures déversés dans l'eau. Une des opérations de l'exercice Polmar. Avec le moteur que vous voyez qui vient de se mettre en place, donc un moteur qui va faire une aspiration via cette écrémeuse et ensuite tout le polluant, y compris l'eau, seront acheminés par un autre tuyau qui arrivera dans un bac de rétention. En mer, c'est 450 mètres de barrage qui doivent être déployés pour limiter la progression de la pollution. Vous voyez le navire de la SNSM, orange et bleu là-bas, qui est le navire qui tracte le barrage. Et donc là, l'objectif, c'est d'amarrer le barrage sur les coffres que vous voyez, les coffres gris que vous voyez en mer. L'idée, c'est de s'entraîner, de voir si le plan est bien préparé et que les personnes s'habituent à le faire. Réalisé tous les 3 ans, l'exercice Polmar permet de limiter les dégâts et de protéger le littoral lors d'une forte pollution d'hydrocarbures. La dernière qu'on connaît, c'est donc au large de l'Angleterre, 2 bateaux qui se sont rentrés dedans. Ce type de pollution a un fort impact sur l'écologie, puisqu'il y a la toxicité du produit, donc de l'hydrocarbure, mais il y a aussi l'étouffement de tous les écosystèmes. Et vous savez qu'en Martinique, l'écosystème est très très fragile. Un risque réel en Martinique, notamment en raison de sa localisation. Ça peut être une pollution résidente, c'est-à-dire d'un navire qui est ici en escale et qui perd du carburant. Ça peut être également une pollution liée à un navire de haute mer. Vous savez qu'on a autour de la Martinique des grandes routes maritimes avec des pétroliers qui circulent et des grands navires de commerce qui arrivent de l'Atlantique, qui vont jusqu'en Caraïbes. On peut avoir une pollution maritime en haute mer qui se déplace au gré des vents et qui arrive soit sur la côte Atlantique, soit via la côte Caraïbe. L'opération Polmar se poursuit avec un exercice de nettoyage de la plage de la Française dans le cas où la pollution arriverait sur terre. Tout autre chose maintenant, le cancer de la prostate est l'une des maladies les plus répandues en France. Fort heureusement, les résultats d'une récente étude annoncent des avancées majeures pour lutter contre cette maladie. Elle se soignera désormais avec de plus en plus de confort. C'est une bonne nouvelle et une belle avancée médicale. Via Occitanie, Olivier Michel. C'est une avancée majeure à portée mondiale dans la lutte contre le cancer de la prostate. Après 7 ans de recherche, l'étude comparative IFI vient de valider un protocole de soins basé sur des ultrasons focalisés, là où habituellement c'est une chirurgie d'ablation de la prostate qui était proposée.
Cette étude permet d'abord de changer les recommandations. Vous savez que nous travaillons sur des recommandations officielles. Donc on peut maintenant inclure l'utilisation des ultrasons pour faire un traitement partiel de la prostate, respecter les zones qui ne sont pas atteintes et donc proposer aux patients une conservation de l'organe lorsque c'est possible. Il s'agit là de la plus grande étude jamais menée sur le cancer de la prostate. En 7 ans, 46 établissements, 80 urologues et 3873 patients ont été mobilisés. En résulte la validation d'un traitement présenté comme une alternative à la chirurgie ou à la radiothérapie et surtout moins invasif. On voit qu'un traitement conservateur qui n'enlève pas l'organe ou qui ne l'irradie pas permet non seulement de le conserver, mais de conserver les fonctions qui vont autour. Les bénéfices, c'est qu'il y a moins d'effets secondaires, une durée d'hospitalisation moindre, moins de saignements. La préservation des érections était supérieure. Au cœur de cette avancée technologique, une entreprise lyonnaise. Elle a développé un système robotisé de traitement avec ses ultrasons focalisés à haute intensité. Quand vous êtes petit, vous prenez une loupe pour le soleil et vous allez focaliser en fait pour faire brûler une feuille avec la loupe. C'est absolument la même technologie, si ce n'est que ce sont des ultrasons. On va traverser le corps sans abîmer tous les tissus et on va se focaliser sur la tumeur pour la détruire. Chaque année en France, 60 000 nouveaux cas de cancer de la prostate sont révélés. La technologie que la société exporte aujourd'hui aux États-Unis va permettre de soigner d'autres pathologies, glaucome, varices, cancer du sein et prochainement endométriose. Agression verbale et agression physique, intimidation aussi, les agents de déchetterie subissent de plus en plus ces méfaits. D'après un sondage, 77% d'entre eux ont été victimes d'incivilités sur leur lieu de travail au cours de l'année passée. Au Mans, la métropole a décidé de prendre les choses en main. Regardez ce reportage de LMTV Sarthe, Alexandre Ferrer. Insultes, agressions, injures, les incivilités font partie du quotidien des agents de déchetterie. Putain, mais crève, toi! Mais crève! Merci, un connard! Propos sexistes, racistes ou quelquefois jusqu'à l'agression physique. En un an, 77% des agents de la métropole disent en avoir été victimes au moins une fois. Il y en a qui ne supportent pas qu'on leur dise, ou une fois qu'ils sont garés quelque part, pour eux, ils doivent vider à l'endroit où est-ce qu'ils sont, quoi. Si jamais on ose dire quelque chose après... c'est tout de suite les mots fonctionnaire, on paye des impôts, vous êtes là pour ça, pour balayer. Cette hausse des incivilités surprend certains habitués. On est toujours bien reçus ici et les professionnels nous accueillent et nous dirigent là où il faut et comme il faut. Et ils sont toujours serviables, j'ai toujours été bien servi. La métropole durcit le ton. Désormais, le dépôt de plainte sera systématique et pourra donner lieu à des sanctions. Ne pas respecter nos agents, c'est quelque chose d'inacceptable. Un agent ne doit pas aller au travail en ayant peur de se faire agresser. C'est inacceptable et ça sera condamnable. Et comme souvent ces comportements se produisent lors de fortes affluences, la métropole veut limiter l'accès à ses habitants. Là, il faut qu'on regarde juste certains points techniques, on va dire. Et donc, la personne viendra chercher son badge, donnera son identité. On regardera si elle est bien du Mans ou de la métropole. Après, ça se fera par badge. Une barrière qui s'ouvrira automatiquement et l'agent n'aura pas à intervenir. Un nouveau site avec une recyclerie devrait aussi voir le jour courant 2026. Avec une conscience écologique de plus en plus présente, le recyclage est devenu un enjeu majeur ces dernières années. Mais alors que devient le papier que nous utilisons chaque jour une fois que nous l'avons déposé dans les bacs de recyclage ? Eh bien, c'est la question que s'est posée TVR à Rennes, qui s'est rendu dans un centre de tri. Regardez ce reportage. Le papier rennais est débarqué ici, dans l'immense usine Norskog de Golbey, qui recycle les 3/4 des papiers collectés en France, soit 450 000 tonnes par an. Les 6 000 tonnes de papier trié que Rennes Métropole vend donc chaque année à Norskog ne font tourner l'usine que 5 jours par an. Mais le papetier vosgien s'en contente, car de plus en plus de collectivités vendent leurs déchets à l'étranger. Ce que fait Rennes Métropole, c'est hyper important pour nous. Aujourd'hui, le papier se raréfie, il faut le chercher de plus en plus loin. On est le dernier producteur de papier journal en France. C'est en partie grâce aux synergies, à tout ce qu'on met en place, et y compris avec les collectivités. Avant de redevenir bobine, le papier déposé dans les bacs jaunes de Rennes Métropole a été lavé, libéré de ses agrafes, puis de son encre dans des lessiveuses géantes et des kilomètres de tuyauterie. La pâte à papier est ensuite étirée et séchée dans cette gigantesque machine
et mise en bobine de 300 kg à 3 tonnes. Le papier rennais est redevenu papier et a rapporté de l'argent à la collectivité. Un revenu variable selon les années et le cours du papier. Ça nous rapporte de mémoire à peu près 600 000 € à l'année de revente matière. Une partie de ces bobines va repartir en Bretagne vers les imprimeries du groupe Ouest France. C'est super parce qu'au moins la boucle est bouclée. On a lu son journal, on l'a déposé dans le bac jaune et ça redevient ensuite le journal qu'on lit quelques semaines plus tard. La laïcité est un sujet au cœur du débat politique, un sujet pris également très au sérieux par les communes. Exemple à Limoges où élus et représentants religieux se retrouvent ensemble pour instaurer un cadre autour des pratiques religieuses. Reportage de 7 à Limoges, regardez. Drôle d'endroit pour une rencontre, enfin pas tant que cela. Sous le sceau de la République, les différents cultes présents à Limoges viennent échanger en toute liberté. On ne peut pas vouloir faire une société stable et ne pas donner de lieux de culte et ne pas permettre d'avoir des lieux de culte aux gens qui ont envie de prier et d'exercer leur culte. Je ne veux pas qu'ils soient dans la rue. Tout ça, ce sont des problématiques qu'il faut que nous évoquions. Ce n'est pas à la municipalité à payer les lieux de culte, mais par contre, nous devons être attentifs. La place des religions dans notre société est déterminée par les lois de la République. Pour autant, il convient de redire le cadre d'exercice de ces pratiques. Dans une société, il faut remettre les choses à leur place. Les religions doivent être remises à leur place. Elles ne doivent pas être mises dans la société. Les religions sont quelque chose du domaine du privé, du personnel, et donc elles ne doivent pas intervenir dans la société. Une société que l'on voit changer et qui dérive. Nous n'avons pas forcément la même approche exacte des choses, des questions, et donc le dialogue est toujours bon. La République s'enferme sur elle-même à travers le discours. La République, elle est toujours ouverte, mais ce sont des politiques qui veulent enfermer la République dans une interprétation de la laïcité, etc. Je crois que le problème, il est plutôt à chercher ici. Et cette initiative est organisée 1 à 2 fois par an. Connaissez-vous le run and gun? Cette discipline s'inspire du biathlon. Les participants font de la course à pied et aussi du tir de précision. En Corse, à Ajaccio, ce sport plaît beaucoup. Et une deuxième édition du cross biathlon run and gun a été organisée. Les participants se sont prêtés au jeu. Écoutons Alain Mazoyer, l'organisateur de cet événement, au micro de Télépaysé. Regardez. L'idée du run and gun, c'est de créer une compétition un peu différente avec de la course à pied. Et on a mélangé avec la course à pied le tir à la carabine laser, un peu sur le style du biathlon. On a voulu créer cet événement-là qu'on a fait une première fois en septembre dernier. Ça s'est très bien passé. Et on s'est dit, voilà, les gens ont aimé, nous on a aimé l'organiser. C'était ludique, c'était agréable de faire un nouveau sport, de découvrir un nouveau sport. Vous pouvez mélanger la course, le tir. Et ça, c'était une nouveauté en fait. Et c'est cette nouveauté qui a plu. C'est l'histoire d'une boutique qui connaît un véritable success story. Son nom, Un Bon Maillot. Elle se situe à Golbet dans les Vosges. Le concept en est simple, la vente en ligne de maillots de football mystère. Les clients sont de plus en plus nombreux à adhérer à ce concept. Immersion avec les nouveaux rois des maillots de football proposés par Vosges Télévisions. Regardez. C'est la vitrine d'une success story made in Vosges, la boutique unbonmaillot.com à Golbet. L'idée avait germé pendant le Covid en 2020 dans la tête de 2 passionnés de foot qui lançaient leur start-up, aujourd'hui une PME de 20 salariés, avec ce concept, la vente en ligne de box mystère. Des coffrets où le client n'a que le choix du sport, football, rugby ou basket. À l'arrivée, c'est la surprise. Donc on me demande le sport en question, la taille. Et puis ils repartent, ils savent pas ce qu'il y a dans le coffret. Ça, c'est la fameuse boîte. Le magasin est un plus pour les fans et collectionneurs, avec une diversité de maillots pour hommes, femmes ou enfants. Des pépites également, avec des maillots portés par des joueurs. Allez, celui-ci, je l'adore. Aubameyang, porté donc l'année dernière au Stade Bollaert à Lens. Et il y a aussi cette nouveauté avec ce lancement d'une collection vintage.
La petite entreprise ne cesse de grandir et a dû investir dans 300 mètres carrés de nouveaux locaux pour la logistique. Afin de préparer les commandes qui doublent quasiment d'année en année, les fêtes ont particulièrement bien marché. Là, en moyenne, on est à peu près à 300 commandes par jour, donc uniquement le foot. Le rugby est traité ailleurs, le basket également. Et effectivement, pendant les fêtes, on est monté à des journées à plus de 1500 commandes par jour, pour faire à peu près 40 000 maillots sur le mois de décembre, donc assez impressionnant effectivement. Une PME qui a gagné en visibilité, saluée l'an passé par un certain Tony Parker, membre du jury d'une émission sur M6. L'année 2024 a été marquée par notre passage à Qui veut être mon associé. Ça nous a apporté plein de choses, donc de la notoriété, aussi du business. Aujourd'hui, on est référencé chez Decathlon, qui est une marque mondiale, mais également dans certains groupes GSA, GSS, comme Carrefour, Leclerc ou Intermarché. Les maillots de foot représentent 90% des ventes sur un marché à 90% également français. Mais la PME entend marquer des points à l'international, en Europe notamment. Elle a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Voilà, au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.